Salut Céline, Salut Jean. ça fait plaisir de te revoir. Idem. Après ces quelques temps où on s'était vu à Bali et on a pu échanger sur pas mal de sujets très intéressants. Ouais. Donc j'ai envie d'aborder aujourd'hui pour les partager au plus grand nombre parce que je pense que ce que tu fais, malgré que tu n'es pas médiatisé comme d'autres personnes que j'ai pu interviewer, tu fais quelque chose d'extraordinaire qui mérite lumière. Merci. Donc si tu devais décrire ce que tu fais, on va commencer par là parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Donc qu'est-ce que tu fais? Je travaille avec la nature. En gros, je travaille avec la nature, j'essaie de savoir comment est-ce que l'homme peut se réincorporer au sein de son écosystème. Comment est-ce que l'homme peut retrouver sa place dans son environnement. Comment l'homme peut éradiquer son ego de manière à ne plus se placer au-dessus des lois universelles, biologiques, de manière à retravailler avec la terre, avec l'eau et tous les éléments qui nous entourent. C'est un travail avec la nature. Ça, c'est le concept. Donc on est chacun dans un domaine bien spécifique. Moi c'est l'humain, toi c'est la nature, mais ça reste l'humain d'une manière indirecte. Exactement. Ouais. Et nous du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais au Vietnam, parce que du coup tu as fait beaucoup de travaux à l'étranger, notamment au Vietnam. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Waouh. Là-bas, tout d'abord, je me suis spirituellement un peu réveillée, on va dire. Je vais employer le mot spirituel, on ne va pas contourner les labels et les définitions. Donc il y a eu un gros éveil, déjà une grosse prise de conscience et qui m'a menée à faire en fait un laboratoire. Faire un laboratoire qui combinait de la culture en aquaponie, de la microbiologie des sols et de l'agroécologie avec de l'agroforesterie. Donc en gros, j'ai un peu pris tous ces éléments-là et j'ai commencé à bidouiller et au fur et à mesure, c'est devenu un véritable modèle qui s'est vérifié, répété et qui aujourd'hui a fait un dépôt de brevet. En France. En France. Alléluia. C'était Alléluia. compliqué. Oui, c'est jamais simple, mais c'est pas grave. Et donc du coup, ça consiste en quoi exactement? Alors, en fait, je suis partie d'abord du principe, pour expliquer, en observant l'écosystème dans lequel on est, l'effondrement des écosystèmes dans lesquels on est. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on pouvait mieux manger? En ayant eu moi-même des problèmes de santé liés à l'alimentation aux États-Unis, liés aux antibiotiques, liés aux perturbateurs endocriniens, des problèmes assez graves de santé, je me suis dit comment je vais pouvoir me rendre autosuffisante. Basée autour de ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire pousser? Comment est-ce qu'on va faire pousser quand nos sols en fait sont effondrés? Donc j'ai pu observer grâce à Monsieur Bourguignon, je me suis renseignée, je me suis formée et j'ai pu me renseigner et regarder qu'en fait il suffisait de recréer le vivant pour le vivant. C'est-à-dire il suffisait de remettre des bactéries qui ont disparu dans le sol par l'intermédiaire de quelque chose qui produirait des bactéries. À partir de ça, j'ai pu observer qu'en remettant un écosystème avec ces bonnes bactéries, il y avait une production. Donc en gros, le modèle c'est quoi? C'est combiner l'aquaponie, la culture en aquaponie, de manière à pouvoir régénérer les sols. Je sais que c'est compliqué. Bon, Ça se simplifie, il va juste falloir indiquer les différents éléments. D'accord. Donc l'aquaponie, Aquaponie, comment ça se définit? C'est quoi la différence par exemple? Parce que les gens quand ils pensent environnement alternative à la monoculture, qui est donc du coup des rangées de mêmes légumes, mêmes fruits, et en plus on détruit les sols, notamment par rapport aux bactéries, étant donné qu'on les remue. Et les bactéries qui peuvent plus vivre, qui vivent en haut et ne vivent pas en bas, on les met en bas. C'est comme nous, si on nous met sous terre, on n'est pas fait pour vivre sous terre. Enfin, il y a un petit mélange par rapport à tout ça. Exactement. Mais donc du coup, c'est quoi la différence principalement par rapport à la permaculture et l'aquaponie? Parce que les gens, ils ont une permaculture qui revient en permanence. D'accord. Alors on va recadrer. La permaculture, c'est un style de vie. Dans la permaculture, il y a plusieurs catégories. Il y a la microbiologie du sol, la culture sur sol vivant, l'agroforesterie, la culture en butte, en lasagne. Il y a différentes méthodes. Donc la permaculture, c'est assez vague dans ma définition, en tout cas dans la définition internationale. Et ça inclut aussi l'aquaponie. Donc l'aquaponie, en fait, c'est un système hors sol. Ça se diffère de l'hydroponie, parce que l'hydroponie, c'est un système où tu vas gâcher de l'eau, tu vas changer ton eau quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, tu vas prendre des nutriments synthétiques. L'aquaponie, c'est la combinaison de 3 écosystèmes. 1, la pisciculture. 2, la culture de bactéries de nitrification. Et 3, la culture de plantes. Ça a 5000 ans. Ça vient des Aztèques et des Mayas.
En Asie, ils l'ont déjà fait avec la rizipisciculture. Donc en fait, c'est un vieux système. Enfin, moi, j'ai rien appris, quoi. J'ai juste observé, appris, testé. Et maintenant, je diffuse. Donc ce système-là, en fait, il permet une culture hors sol qui va sauver 90% d'eau par an. En tout cas, c'est ce que j'observais en Asie. Qui te permet de densifier tes cultures, qui te permet de faire de la polyculture, qui te permet aussi de générer des multiplications de lignes de production, mais aussi des multiplications de revenus pour un agriculteur. C'est intéressant. Ça répond donc à un problème de rareté de la production. Et la super grosse clé qui a fait office du dépôt de brevet, c'est que c'est un liquide presque amniotique chargé de bactéries de nitrification. Et donc c'est ça en fait que tu vas implanter dans ton sol. C'est comme ça que tu vas régénérer ton sol. Ok. Et comment tu obtiens ce nitrate du coup? Tu joues l'alchimiste en fait. Pour rester très poli, tu transformes les défécations des poissons en or, en nitrate. Une plante, ça se nourrit de nitrate et d'autres éléments, d'autres minéraux, sous forme ionique. Donc en fait, tes poissons, tu les as parce que c'est eux, grâce à leur défécation, qui vont créer de l'ammonium, ammoniac, les deux, NH3 et NH4. Et c'est là que tes bactéries interviennent, elles vont couper, chop down, tes grosses molécules d'ammonia en nitrate, et les plantes mangent les nitrates. C'est comme ça en fait qu'avec leur système racinaire, l'eau passe, les racines filtrent l'eau, absorbent les nitrates, absorbent les minéraux, et l'eau retourne claire dans le bac à poissons. En plus d'être une source de ce fameux liquide que tu vas réimplanter dans la terre pour pouvoir donner les bactéries. Ok, donc ça tourne en permanence. En permanence, tu ne changes jamais l'eau pour l'aquaponie. C'est vraiment un système très ancien. Ça a vraiment, c'était l'ancêtre de l'aquaponie, c'est le Shinampa. Shinampa. Ok. Et moi, il y a une question qui m'intrigue dans tout ça. Comment tu fais pour que l'eau circule? Parce que quand on parle de circulation, il y a la circulation dite naturelle par rapport à une pente qu'il peut éventuellement avoir si on pense à des rivières. Ouais. Mais donc du coup, par rapport à tous les systèmes que l'homme crée, en général, quand on pense à circulation, on pense à moteur, électricité. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe pour faire circuler cette eau? Alors, en fait, la difficulté, effectivement, tu as plusieurs manières de faire de l'aquaponie. Soit en milieu naturel, chose que j'ai envie de faire pour dépolluer les cours d'eau, par exemple, avec les systèmes des radeaux flottants, qu'on appelle floating raft. Alors, c'est soit tu poses des radeaux flottants et tu utilises le courant d'une rivière, s'il en reste, parce que maintenant, il n'y en a bientôt plus de l'eau dans le sud. Et donc ça, par exemple, ça va venir dépolluer ta rivière polluée à nitrate. Tu vas faire de la fleur tropicale, par exemple, ou du chanvre ou du bambou, en dépolluant ta rivière en mettant des radeaux flottants. Ou alors, comme je fais quand tu n'as plus d'eau, tu vas tout simplement recréer un système, un très grand système. Le plus grand est le système d'aquaponie, le mieux ça sera. Et donc, tu as besoin d'une pompe submersible qui envoie le pâté, quoi. Donc, bien souvent, tu as une pompe qui va envoyer l'eau et après, tu joues avec la gravité. Le but dans l'aquaponie, pour que ça fonctionne et que ça soit un système stable, écosystémique et périn, c'est de créer du mouvement. De toute façon, l'eau, c'est un être vivant. Toutes les théories de Schamberger, voilà. Plus l'eau va bouger, plus l'eau est en mouvement, plus elle va circuler, plus elle va produire des bonnes bactéries, une aération. Enfin, c'est une loi en fait biologique toute simple. Le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Ouais. Ok. Et ça, est-ce que tu peux faire en sorte que ça soit via le mouvement de l'eau? Est-ce que tu peux faire en sorte que ton moteur fonctionne par lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible comme ça aussi? Alors, il y a des recherches en ce moment, dès que je vais avoir plus de budget, il y a des recherches pour faire un système hydraulique qui serait couplé au système d'aquaponie de manière à ce qu'il soit indépendant. Ok. Donc, en utilisant la chute d'eau, parce qu'il y a quand même pas mal de barres pour faire un système, j'aimerais pouvoir avoir un générateur qui s'auto-alimente. Mais il va me falloir des batteries de côté. Enfin, là, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques. D'accord. Mais c'est possible. Ok. Mais pour l'instant, je suis encore obligée d'utiliser une pompe submersible qui est connectée en secteur. Ok. Rien n'est parfait. Ouais. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Déjà, il y a pas mal de choses à faire parce que les sols français, ils sont pas mal pollués. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me pose beaucoup de questions sur le bio français. Parce que même s'il y a des terres... Déjà, y a-t-il des terres, d'après toi, en France qui sont pas polluées? Non. Tout est pollué. Ouais. Il y a éventuellement les sous-bois, mais faut arrêter de voir en fait la terre comme des choses quadrillées, c'est comme les pays. Ouais. On fait des barrières, on fait des limitations qui sont administratives, virtuelles, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que la planète c'est un écosystème vivant, c'est une chose vivante, c'est pour ça qu'on l'appelle la Pachamama chez les Amérindiens.
Enfin, c'est une seule unité, donc on a beau mettre des frontières, mais en fait, ta terre en Allemagne ou ta terre en France, elle est tout autant polluée. Ça va pas s'arrêter parce que là, il y a un bois. Alors c'est vrai que là où il y a des bois et des forêts, c'est un peu moins pollué parce qu'il y a plus de racines, il y a plus d'arbres. Mais les eaux souterraines et les nappes phréatiques communiquent entre elles, comme les racines des arbres communiquent entre elles. Donc tout est pollué sur des kilomètres. Enfin, on est vraiment la seule espèce à polluer. Je vais être un peu vulgaire, on est en train de chier là où est-ce qu'on mange, quoi. C'est pas forcément le meilleur feeling, ça c'est sûr. Va falloir s'occuper de ça, quoi. Il est temps. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a emmené dans ce domaine-là? Genre un jour tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit je vais faire de l'aquaponie? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu bizarre. Bon, il y a eu d'abord un cheminement un peu énergétique, on va dire spirituel, un éveil. Donc avant, j'ai travaillé pas mal de temps à New York où j'avais vécu beaucoup de pression. Pendant plusieurs années, je travaillais dans le monde de la mode. Alors il y a eu d'abord une prise de conscience quand j'ai visité les usines, le revers du monde de la mode à New York. Et là, je me suis pris une grosse claque. J'ai fait waouh. Alors déjà, je n'étais pas très contente d'être dans un bureau derrière un ordinateur ou alors de courir et de donner tout mon temps pour des fringues. Franchement, je m'en foutais, quoi. Mon parcours il est scientifique à la base, mais mon chemin a fait que j'ai travaillé dans la mode. C'est la différence entre les États-Unis et la France. On fait ce qu'on veut aux États-Unis quelque part. Puis après, il y a eu vraiment une pression, tu vois, une sorte de burn-out qui est arrivée à New York et je sentais que j'avais besoin de me reconnecter avec la nature. Donc j'allais en Floride souvent en visiter des amis, ma famille. Et là, j'avais vraiment besoin de ce contact avec l'océan. Et à partir de là, du jour au lendemain, j'ai un peu quitté tout ce monde de responsabilité, d'importance, d'ego. Et donc petit à petit, je me suis mis au poste de serveuse parce que je voulais me déresponsabiliser. Je voulais vraiment arrêter la charge cognitive. Et à partir de là, j'ai pu avoir du temps pour lire, pour m'instruire, pour passer du temps dans la forêt ou dans le parc à Brooklyn, Park Slope, pour marcher pieds nus, embrasser des arbres, juste respirer à New York ou à Manhattan, parce qu'on respire pas là-bas, quoi. Et puis petit à petit, moi, chemin faisant, j'ai commencé à faire des expérimentations avec la terre. J'avais besoin de travailler la terre avec mes mains, mes pieds, tout, mon cerveau. Puis c'était trop petit, ça a marché. Puis après, j'ai fait, bon, alors je vais déménager en Floride. Puis j'ai déménagé en Floride. Puis là, ça coûtait 150 000 $ pour faire un projet de ferme, plein de lois, la FDA. Je fais, ok, on s'en va. Et c'est là que je suis allée au Vietnam. Et là, l'aquaponie est venue. Ça s'est imposé à moi parce qu'au Vietnam, tout est pollué, tout. Il y a de l'enfouissement. Nos poubelles européennes sont au Vietnam. Elles sont enfouies dans plein de sol. Je ne pouvais plus rien faire. Les poubelles Les poubelles sont enfouies sous terre. Ouais. Donc en fait, pour cultiver dans de la terre, quand on a un sol non seulement pollué à l'agent orange ou d'autres métaux lourds, plus du plastique, la solution de l'aquaponie est venue comme ça, en fait. Cultiver dans l'eau. C'est vraiment là, pour le coup, venu à moi et j'ai commencé à faire des gros prototypes. Mon premier prototype fait 100 mètres carrés, c'est quand même des gros prototypes, c'est pas des petits systèmes. C'est des rivières, en gros. Intéressant. Et t'es resté combien de temps au Vietnam? En gros, plus de 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce travail-là en France? On en a parlé à Bali. Alors, je pense que le voyage, c'est formateur. Le voyage, en gros, il va te donner plein d'outils. Tu as ta petite mallette à outils. Tu vas apprendre plein de choses déjà personnellement. Puis ensuite, tu vas apprendre plein de choses dans la société. Comment t'adapter à une langue, à une culture. Et une fois que tu as ta caisse à outils, tu reviens là où c'est le plus dur. Et je considère que la France et l'Europe, le milieu occidental, c'est là où est-ce qu'il va falloir travailler avec la lumière, si je peux me permettre de parler comme ça. On a vraiment un travail de lumière à faire. Donc à Bali, par exemple, moi, je viens me healer, je viens me ressourcer à Bali. Au Vietnam, j'ai travaillé la terre, malade, puisque l'agent orange. En Birmanie, donc, j'ai installé des choses pour un monastère. Très bien, maintenant, je m'attaque à la France et à l'Europe parce que l'effondrement écologique, il est là. Ouais. Et les premières personnes qui vont être touchées, c'est nous. C'est pas nécessairement l'Asie. Eux, ils ont encore de l'eau. Ils ont une végétation. Ça va à peu près. Enfin, ça va mal, mais ça va... Sur une échelle de mal, ils sont plutôt bien. Sur une échelle de mal, ils sont plutôt bien. Nous, on est dans du béton, on a tout enlevé, on va avoir un problème, je pense, pour se nourrir. Qui arrive. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais une conversation il y a quelques jours de cela avec une autre personne qui a fait venir Eckhart Tolle en France
Et il lui a fallu 5 ans pour le faire venir. Et Équartolé, à chaque fois, répondait, tous les 2 mois, parce qu'il contactait, que la France n'était pas prête. C'est vrai? Ouais. Et donc, c'est le même principe, mais par rapport, du coup, à la végétation, quoi. C'est que quand on regarde où on est et l'état d'esprit d'une grande partie de la population, c'est comme si on n'était pas prêt. Notre cerveau n'était pas pleinement ouvert à la réalité actuelle. Et c'est pour ça aussi que c'est plus dur de s'installer en France et de faire des choses là-dessus. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de freins aussi. Il y en a. Il y en a, mais tu sais, je pense vraiment que... Tu vois, ton travail, par exemple, il est magnifique. Je tiens vraiment à le souligner. Tu travailles avec l'humain, tu es en train de secouer les structures des gens. Donc c'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça, il va falloir s'y faire parce qu'on est dans un monde de dualité. Et qu'en fait, si on est là en France ou en Europe, c'est que quelque part, c'est là où est-ce qu'il faut aussi commencer à travailler. Parce que l'Europe et l'Occident, c'est quand même nous la source de la pollution. C'est quand même nous la source de cette machine qui génère une consommation absolument effarante et qui entraîne un écocide imminent. Et la France, même s'il va y avoir c'est difficile hein, de naviguer dans ce pays, même si je l'aime beaucoup, administrativement parlant, énergétiquement parlant, faire comprendre aux gens certaines choses, on y vient quand même. Moi, je suis super optimiste là-dessus, on y vient. Dire qu'à chaque fois qu'il y aurait une opposition ou quelque chose de négatif, bon, bah, écoute, très bien, c'est ton point de vue, je le respecte, je laisse passer. En fait, je m'arrête vraiment pas aux choses qui sont négatives. Donc, en fait, une fois que tu as ta caisse à outils, tu es prêt à, pas batailler, mais à naviguer et à transmettre autant que tu peux les outils de la lumière, en gros. Donc, qu'ils soient dans l'agriculture ou dans le développement personnel ou dans la nature, tout ça, c'est connecté au final. Okay. Il n'y a pas de différence. Donc, comment une personne pourrait faire en sorte d'apporter un changement, elle, à son échelle, d'après toi? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de l'environnement, les choses qui viennent le plus souvent, c'est arrête l'eau du robinet, éteins ta lumière, va marcher pour le climat. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne, entre guillemets, dite lambda, qui est chez elle, qui a son quotidien classique, peut faire qui aurait un impact relativement assez conséquent à son échelle, autre que couper l'eau du robinet alors que ça ne sert pas forcément à grand-chose? Laisse-moi réfléchir à ça. Il y a vraiment, je pense, déjà plusieurs choses à différents niveaux. Premier niveau, cette personne va rendre service à l'humanité et donc à la nature aussi, puisqu'on fait partie de la nature, en devenant elle-même. Donc si chaque personne écoute son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'elle son vrai soi, déjà là, elle va rendre service à tout le monde. Parce qu'elle va comprendre d'elle-même qu'elle est connectée à la nature, qu'elle est connectée, elle a besoin de l'arbre pour respirer, pour avoir de l'ombre, etc., etc. Donc déjà, développe-toi, écoute ton enfant intérieur, deviens sage. Ensuite, en termes pratiques dans son quotidien, juste reconnecte-toi, ça passe par là en fait. J'ai pas de choses, il n'y a pas de to do ou not do en fait. Okay. C'est vraiment une question de écoute-toi d'abord, écoute ta vraie sagesse intérieure. Comment est-ce qu'elle va t'amener à arrêter de tirer la chasse d'eau 36 fois par exemple quand tu vas faire un petit pipi? Est-ce que tu te rends compte qu'on est en train d'uriner dans de l'eau potable en Europe? Ouais. En Birmanie, j'allais chercher mon bidon de 40 litres sur l'épaule pour pouvoir prendre une douche. Ça me tenait 4 jours. Il fallait que je fasse avec 40 litres par jour. C'est le grand maximum que je puisse avoir. Donc, en fait, c'est se renseigner comment fonctionnent les autres pays. Économiser l'eau, oui, pour le coup. Arrêter tes chasses d'eau. Tu n'es pas obligé. Couper ton robinet, malgré tout, fais-le. Devenir végétalien si tu as envie, à ton propre rythme. Comprends, intègre que tu es connecté avec le vivant. Et de là, de toi-même, pour exemple, moi je suis devenue végétalienne, mais au début, je mangeais des burgers tous les jours encore il y a 5 ans, tu vois. J'étais à Brooklyn, mais petit à petit, j'ai intégré les choses à mesure que je connectais avec moi-même. Donc si t'as permis de changer d'alimentation? Nécessairement tout seul, sans faire d'effort. Okay. C'est vraiment... Juste en ressentant les choses, quoi. Mais c'est ça, si tu connectes avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec la vraie personne que t'es, mais nécessairement ça va venir à toi. Tu vas abandonner ton café au lait avec du lait venant d'une industrie absolument toxique. Tu vas de toi-même arrêter de prendre ton hamburger avec de la viande de bœuf. Tu vas arrêter de toi-même ces choses-là. Ça va tellement en fait être transcendant et normal. Donc en fait, être écologiste et avoir des gestes écologiques, c'est d'abord se reconnecter à soi. Dans ce sens-là. Et là, nécessairement, tu vas entendre ton arbre, tu vas entendre que la terre, elle a besoin de toi parce que tu n'es pas au-dessus de l'écosystème. Tu es censé être un tuteur pour la forêt, pour ton écosystème. Et tu fais partie de l'écosystème.
Donc reconnecte-toi à ça. C'est mon conseil en fait. C'est pour ça que c'est lié avec ton travail en fait. Ouais, la reconnexion. Et ça me fait penser à ce que tu disais précédemment, embrasser les arbres, faire des câlins à des arbres. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à percevoir d'une manière assez relativement bizarre pour pas mal de personnes. Ouais. Alors qu'au final, on met de l'importance sur, chose qui est totalement normale, sur nos parents, ils nous ont élevés, etc. Mais au final, si on vit à l'heure actuelle, c'est plus grâce, si on continue de vivre, pour être plus exact, c'est plus grâce à l'arbre qu'à nos parents. Parce que l'arbre nous permet de respirer d'une certaine manière. Ouais. C'est comme ça que moi je le perçois. Donc c'est le remercier et prendre conscience de son importance. Ouais. Parce qu'on marche dans la rue et on n'observe pas les arbres. Non, on n'observe enfin, pas. On n'observe plus rien tout court. Okay. On va d'un point A à un point B. Sans prendre conscience que tous ces arbres que l'on voit nous permettent, en tant qu'être, de respirer. Ouais. Mais en fait, alors moi je dirais qu'il n'y a pas plus les parents ou plus la nature, je dirais... Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble, encore une fois, tout est connecté. C'est vrai qu'être dans la gratitude déjà, par exemple, quand tu observes des animaux ou des abeilles qui viennent un petit peu être dans ta zone personnelle, en fait, apprends à être dans la proximité avec la nature. Ouais, et non pas dans le rejet. Ouais, parce que maintenant, il y a un moustique, on veut le rejeter, une araignée, on veut la rejeter, une abeille, on veut la rejeter. Il y a les microbes, quand on pense à ce que tu fais, les microbes, je pense que si on en arrivait là, c'est aussi parce qu'on perçoit les microbes comme étant quelque chose de mal, d'horrible, qui va nous affecter, nous, alors que nous sommes des microbes. On est composé de combien de microbes Beaucoup. Des milliards. Ouais. Des milliards. Mais alors ça, justement, c'est très intéressant parce que la vision pasteurienne, donc la bactérie, le microbe est négatif, il faut aseptiser. Aujourd'hui, en Occident, on vit dans une société aseptisée. Tu vas au Myanmar, enfin en Birmanie ou au Vietnam ou en Indonésie, là où on s'est rencontrés, bon bah voilà, quoi, tu vis avec la nature, donc tu vis avec les microbes, puisque le microbe fait partie de la nature. Et ton microbiote intestinal, pourtant, on a découvert récemment en Occident, il était peut-être temps, alors que plein d'autres cultures savent ça depuis longtemps, qu'on a besoin du microbe pour vivre. Donc en fait, en changeant notre perception de séparation, c'est-à-dire juger, parce que ça part de l'ego, arrêter de juger. Ah, la bactérie, c'est mauvais. Ah bah la bactérie, ça va te tuer. Non. La bactérie, en fait, c'est un équilibre. Tu as un écosystème à l'intérieur de toi. C'est vraiment une vision microscopique à macroscopique. C'est pour ça qu'il y a cette spirale dans beaucoup de cultures amérindiennes ou mésopotamiennes ou asiatiques ou africaines. La vision du très petit et la vision du très grand. Tout est interconnecté. Et avec ta nature, dans l'Occident, il s'agit de reconnecter avec le microbe, avec tout ce qui fait partie de ta nature. Arrêter de rejeter quelque chose qui est toi. Le microbe fait partie de toi. Ton microbiote intestinal, tu en as besoin pour digérer. Ouais. Comme on a besoin du microbiote végétal pour pouvoir faire pousser les plantes. Le microbiote végétal qui sont les bactéries au niveau de la rhizosphère, de la terre, des plantes. Okay. Si je suis assez claire. Beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup d'infos que je trouve très intéressantes. J'ai envie de parler de quelque chose de légèrement différent. Ouais. Étant donné que tu as beaucoup de connaissances là-dessus et que tu essaies de créer un changement au sein de la France ou même à l'international parce que tu as des projets à Bali également, ouais. Tu as fait des trucs au Vietnam, tu essaies d'avoir un impact un peu partout, pas forcément en France, même s'il y a cette sorte de calling de le faire en France. Le truc, c'est que quand on peut te connaître plus ou moins personnellement, ou même quand on peut te regarder, il y a cette stigmatisation un peu de ce qu'un écologiste peut être, un scientifique peut être. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, à ce que tu as été confronté? Bon, on va être cash en gros. Pas facile d'être une scientifique quand on est une femme à forte poitrine et avec des tatouages. Et qui a un parcours atypique. Parce que mon parcours n'est pas en agronomie, mais en neuropsychologie, en neurosciences, enfin bref, j'étais d'abord sur les sciences humaines. Mais je pars du principe que le vivant, c'est le vivant. Une molécule d'oxygène ou une bactérie, quelle qu'elle soit, elle est la même. Comment expliquer ça? Oui, disons que tu dois te battre un peu plus. Alors, on va dire, est-ce que tu dois te battre contre quelque chose ou est-ce que tu dois faire avec quelque chose? Donc moi, j'ai plutôt choisi de faire avec ce que j'avais
je me suis incarnée, entre guillemets, dans cette femme, dans ce corps de femme, dans cette vie-là. Et au début, j'étais très dans la colère. Mais j'étais quelqu'un, mais absolument tout le temps en colère. Alors, les personnes qui verront cette vidéo, à mon avis, pourront témoigner de ma colère. Et il y a 5 ans, j'ai arrêté d'être en colère. En fait, j'étais plus dans l'acceptation de je vais faire avec ce que j'ai, avec ce que je peux. Et il y a quelque chose qui est d'accueillir en fait la critique, qui est d'accueillir le stéréotype, qui est d'accueillir toute cette négativité que les gens peuvent te renvoyer, quoi. Alors c'est soit tu la prends personnellement et tu te rends malade, ou soit tu décides juste de l'observer et de la laisser passer et d'avoir de la compassion. Et c'est là que je veux venir à quelque chose de très important, c'est cet amour inconditionnel. Donc, les stéréotypes sont effectivement très compliqués pour obtenir des permis de construire, pour être crédible scientifiquement, pour même dire que je suis chef d'entreprise, etc., etc., et j'en passe, quoi. Mais je ne m'attache pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où quand tu t'éveilles au véritable être que tu es, tu n'es plus attaché à ces trucs de physique. Oui, c'est sympa, c'est joli, c'est cool. Ça te permet de naviguer dans ce monde, mais le plus important, c'est la matière et la lumière que tu vas communiquer, et la substance d'information que tu vas communiquer. Donc, quelle que soit la nature de la substance, négative ou positive, c'est à toi, avec ton ego ou non, de la traiter en tant qu'information, négative ou positive. Donc, en fait, maintenant, je laisse complètement glisser tout. Il n'y a rien qui va me faire dévier de mon objectif. De ton chemin. J'ai été menacée de mort. On m'a piqué mon association, on a essayé de me piquer mon brevet, enfin il s'est passé plein de choses, mais ça m'a donné au contraire de la force, c'est-à-dire que mets-toi dans la position d'un alchimiste. Nourris-toi même des choses négatives pour les transformer en quelque chose de positif. Chaque chose négative, chaque critique, chaque regard, chaque attaque qui va être contre toi va être au contraire, waouh, une source d'information pour te rendre plus fort. Ouais, donc en fait je suis très remerciante, ça se dit remerciante. Ouais, ça se dit. Donc je suis dans la gratitude envers toutes les personnes qui m'ont fait du mal, en fait, car elles m'ont appris beaucoup. C'est ce qui permet de développer pas mal d'amour inconditionnel. Mais parce qu'en fait, si tu le traites avec la compassion, si tu le traites vraiment avec un amour, le filtre de l'amour inconditionnel, tu vas voir que tu vas te détacher, ça va plus te toucher et ça va même te donner des informations très importantes pour arriver à ton étape suivante. Okay. Donc je le traite comme ça, depuis 5 ans. Avant, c'était plus compliqué. Ça demande un certain travail, en gros. Et donc du coup, comment tu fais pour qu'on te prenne au sérieux quand tu es confronté à toutes ces institutions pour obtenir des brevets, des certifications? Comment tu fais pour leur prouver que ce que tu fais fonctionne vraiment? Si de base, il y a cette barrière par rapport à ton aspect extérieur. Je fais juste avec qui je suis. Donc ça, par exemple, j'ai rencontré une certaine personne d'un certain organisme bancaire qui va me sponsoriser ou pas. Je suis dans la réponse, j'attends de la réponse. J'ai eu d'autres organismes aussi, comme Initiative France, qui sont quand même des grosses fondations. En fait, c'est comment est-ce que tu crois déjà à ton propre projet, à ton propre message. Quand tu sais que tu es dans le vrai, quand tu as déjà fait en plus une preuve de concept, ce qui est mon cas, puisque j'ai quand même développé des projets au Vietnam, en Birmanie, avant aux États-Unis, j'ai testé. Donc je veux dire, une fois que tu as fait l'expérience, que tu as dupliqué l'expérience, que tu as répété de manière assez scientifique, tu répètes, tu dupliques, là tu es sûr, tu sens. Tu as juste à transmettre le message avec les outils que tu as, tu restes juste toi-même en fait. Donc les personnes qui seront en face et qui voudront douter, mais je ne m'y attarde pas. Tu comprends? Ouais, donc tu continues de persévérer en permanence et à un moment donné, ça passe. Je ne change rien. Je reste juste comme ça, j'apporte le message, il y a une solution, c'est en dépôt de brevet, ça c'est la preuve de concept, voilà le business plan, voilà l'idée, on y va? Oui, non, non, très bien. Et je continue, de toute manière les choses arrivent d'elles-mêmes. Et un non d'aujourd'hui ne veut pas dire non demain. Exactement, c'est toute une question de temps et d'endroit. Une belle philosophie. En parlant de philosophie d'ailleurs, qu'est-ce qui a changé parce qu'au Vietnam c'est là où il y a beaucoup de choses qui ont été créées de ta part. Dans ton état d'esprit, quelles ont été les différences de avant, quand tu es arrivé au Vietnam, et juste après, une fois que toutes ces choses que tu as mises en place ont commencé à fonctionner? Les croyances que tu as de toi, ta manière de percevoir le monde, en quoi il y a eu un impact?
Bah, en fait, ça a fait un 360 degrés, quoi. J'ai fait en gros Manhattan, Miami, Miami, Hoi An. J'ai fait de 2050 à 1990, quoi, au Vietnam. C'était un temps de reconnexion. C'était un temps où j'avais besoin d'être près de l'océan, dans la nature. Quand je suis arrivée à Hoi An, il y avait la jungle encore. Bon, je suis partie, ils ont tout rasé, tout déforesté. Avant, j'étais une machine à fric à Manhattan, à Miami, quoi. J'étais juste une machine à fric. Et déconnectée, bien sûr, de soi-même, et donc du tout. Et le Vietnam, c'est vraiment là où je me suis ancrée. Parce que tu peux pas développer des choses qui sont durables et solides si tu n'es pas ancré. Donc ça a vraiment été le moment, le temps de l'ancrage, le temps de la reconnexion avec la nature, le temps de la reconnexion aussi avec les humains, le temps de la reconnexion... Ouais, le temps de la reconnexion avec l'humain parce que tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue. Maintenant, tu Noi Ting Viet. Mais voilà, il a fallu ce moment de recentration sur toi. Donc, Hoi An, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Tu es au milieu de la jungle, avec des Vietnamiens. Tu vis avec les Vietnamiens. Et du coup, comment tu as fait pour vraiment t'installer là-bas? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, dans des contextes peut-être différents de tout ce qui est nature, aimeraient bien vivre dans un autre pays ou ouvrir une société dans un autre pays. Comment tu as fait pour t'installer au Vietnam, y rester 4 ans et développer des projets là-bas? Comment ça s'est fait dans la... Tu commences avec l'humilité, déjà. Tu n'arrives pas en tant qu'occidental, conquérant, je suis un colon et je vais faire ça, ça, ça. Donc, non, mais il y en a beaucoup qui font ça. Donc déjà, quand tu arrives dans un pays ou dans une nouvelle terre, quelle qu'elle soit, tu arrives avec une humilité transcendantale. Donc tu te mets à apprendre la langue, à connecter avec la terre sur laquelle tu vas vivre. Moi, j'ai pas peur de dire que je faisais des offrandes à cette terre, quoi, aux rizières, à dire merci de m'accueillir, quoi. Là, justement, ça te permet de faire partie de la culture parce que c'est quelque chose qu'ils font eux régulièrement. Oui, alors ça c'est normal. Les fantômes, la cérémonie de la pleine lune, les offrandes à la nature comme à Bali en Indonésie, ça c'est normal en Asie. Il n'y a qu'en Europe ou en Occident où on est déconnecté. Ouais. En Amérique latine, ils le font. En Australie aussi, en Afrique aussi. Bon, il n'y a que le système occidental qui dit non. Nous on est au-dessus. On est au top. Ouais. On est tellement au top qu'on est en train de tout détruire. Pas mal. Non, bref. Donc, 1, l'humilité. 2, tu apprends le langage. 3, tu apprends la coutume. Donc, tu te mets... Ok, tu te mets au niveau de tout le monde. Tu n'es pas supérieur. Tu es différent. Tu es un immigré. Donc, tu te mets aussi dans la... Là, tu vis. Qu'est-ce que c'est que l'immigration? Ouais. Donc, du coup, tu es beaucoup plus humble automatiquement. Mais oui, mais on est tous pareils, en fait. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que tu sois jaune, noir. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est un être vivant, d'être vivant, être vivant, comme avec l'animal ou la nature ou l'insecte. Donc, quand tu arrives dans un pays... Le secret, c'est l'humilité, apprendre le langage et la culture. Et à ne pas la juger. Tu vois, j'ai vu des gens, des expats qui étaient là depuis 10 années, qui parlaient 4 mots de viet, quoi. Scandale. Je trouve ça aberrant aussi. Un scandale. Passant beaucoup de temps à Bali, même si ça ne fait pas en soi dans un cumul, parce que j'y vais et j'y repars. Tu vois, je fais des allers-retours assez fréquents. Ouais. Mais ces derniers temps, j'y passe une bonne moitié de l'année. Ouais, et donc là, j'ai vraiment pris la décision d'apprendre sincèrement le bahasa, même si c'est pas le balinéen, balinais, je sais même plus comment on dit ça. Bon, c'est la langue internationale d'Indonésie, qui est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas cette histoire de caste qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Mais bon, c'est la langue qui est parlée au sein du territoire à Bali. Et j'ai vraiment envie, là quand j'y retourne en novembre, je vais aller à l'école, quoi. Je vais retourner à l'école, c'est bon, c'est fixé, c'est organisé, je vais retourner à l'école pour apprendre la langue parce que pour moi c'est une forme de respect, de montrer que je ne suis pas là à utiliser, à profiter, mais justement à être avec eux. Et pour moi, parler la langue des personnes qui vivent au sein du pays même, c'est la plus belle preuve de respect. C'est que tu fais un effort. Parce que toi, tu arrives en tant qu'occidentaux et tu leur... Bon, même si tu es français et que tu parles anglais, tu leur demandes de faire l'effort de communiquer pour toi. Alors que c'est à toi de faire l'effort de communiquer avec eux. Et donc c'est une des raisons, enfin moi je le comprends totalement, j'ai du mal à comprendre les gens qui vivent depuis des années à Bali sans pour autant vraiment quitter le territoire, mais qui vivent d'une manière prolongée et qui n'apprennent pas le bahasa. Enfin, pour moi c'est le minimum de reconnaissance parce que tu fais partie du pays, tu fais partie de la terre. Et
Ouais, il y a quelques personnes que je connais, dont une on connaît, Ludo. Petit coucou à Ludo. C'est une des personnes qui me motive vachement à apprendre parce que je trouve que c'est beau de le voir communiquer avec les locaux, même s'il n'a pas un niveau extraordinaire. Moi, je trouve qu'il se débrouille très bien, sans en comparaison à moi. Et je trouve que c'est admirable, en fait. C'est vraiment se montrer reconnaissant. Ouais. Et vraiment avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que sinon, les locaux, bon, en grande partie, ils ne parlent pas anglais, si tu penses à l'ensemble. Surtout tous ceux qui ne vont pas travailler dans tout ce qui est touriste, restaurants et attractions, ils ne connaissent pas d'autres langages. Ils ont le baliné et ils ont le bahasa. Donc c'est vraiment une forme de respect que je trouve essentielle en fait, à avoir. Mais c'est le point de départ en fait. Si tu n'as pas cette humilité, ce respect, cette gratitude de l'accueil de la terre sur laquelle tu viens en tant qu'étranger venant d'une autre terre, un, tu ne t'intégreras pas, deux, tu ne vas pas grandir. Et puis, c'est quand même génial de voyager à travers la culture. Dire comment est-ce qu'il y a une mosaïque de différences sur cette planète qui disent tous la même chose, mais de manière différente, avec une autre langue, avec une autre danse, avec une autre couleur de peau. Enfin, c'est magnifique. Enfin, bref, la mosaïque humaine, elle est aussi belle que la biodiversité naturelle, quoi. Et ça, c'est un grand kiff. Donc, je pense que, voilà, pour le conseil, c'est tu apprends la langue. Tu apprends la langue. Et l'humilité. Ouais. Bah, en apprenant la langue, tu vas être automatiquement humble pour moi, je trouve. Parce que on aime tous parler. Il y a des gens qui parlent un peu plus que d'autres. J'en fais partie. Mais à l'époque où j'ai appris l'anglais en Australie, bah, j'ai appris à me taire. Et pour moi, ça m'a vachement humblifié. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, je suis devenu beaucoup plus humble. Voilà. I became humble. Parce que c'est marrant parce que quand je suis parti pendant 2 ans en dehors de la France sans y rentrer, je suis arrivé d'abord au Vietnam, à Hanoï. Après, je suis allé à Cat Ba Island sur Halong Bay. Et après, je suis allé à Bali, je suis allé à Singapour, je suis allé aux îles Gili, tout le tralala, et je suis allé en Australie. Mais je parlais, durant ces 4 mois où je voyageais plus ou moins en Indonésie et en Asie, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et la seule chose que je faisais, c'était écouter. Et quand tu aimes bien papoter, que tu aimes bien l'ouvrir, raconter, parler de toi, parce que souvent c'est ça, et que tu arrives dans un pays et que tu ne peux plus communiquer, la seule chose que tu peux faire, c'est écouter. C'est un gros travail intérieur sur l'ego. Parce que quand tu parles plus, tu es sûr de ne pas parler de toi. Tu vois, tu vas être là, tu vas essayer de comprendre l'autre. Donc au lieu de chercher à t'exprimer et à parler de toi, tu vas plus chercher à essayer de comprendre ce que la personne te dit. Donc tu penses plus à l'autre qu'à toi. Et ça, c'est ce qui te permet d'être super humble. Donc apprendre quel que soit le langage, dans quel que soit le pays, je trouve que c'est super bénéfique pour qui que ce soit. Ça te permet vraiment de redescendre en toi aussi, parce qu'effectivement, tu es obligé de passer par cette phase où tu te tais. Enfin, moi, les soirées avec les Vietnamiens où j'ai passé, je me sentais très seule d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas communiquer, j'étais là, je ne comprenais rien, je ne pouvais pas parler, donc j'étais un peu comme dans une démarche anthropologique, quelque part. Mais c'est comme ça que j'ai appris, puisque je travaillais en plus avec eux. Donc pour faire comprendre, tu comprends, il va falloir niveler le système d'aquaponie à tel mètre pour voir si l'eau circule. Il fallait bien que je communique au bout d'un moment. Ouais. Et en fait, cette phase-là de silence dont tu parles, c'est méditatif. C'est comme ça que tu fais rentrer l'information et c'est comme ça que dans l'observation que tu apprends. C'est comme ça que tu fais taire ton mental. C'est pour ça que je fais vraiment le lien entre science et développement spirituel. C'est pas antagoniste. Qu'est-ce que tu penses du coup de la méditation ? C'est un outil indispensable. J'aime le mot indispensable. C'est une sorte de manuel de notre cerveau, quoi. C'est la télécommande. Ouais. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir entendre une plante. On va rentrer dans le chamanisme, mais la méditation, c'est un outil qui te permet de faire le silence. Ça fait taire ton mental. Peut-être tous tes potes là qui parlent, tout le monde le vit, quoi. Surtout en France, là où ils sont tous en train de parler tout seuls, leur portable, je fais des tâches en même temps, qu'est-ce que je fais ? Ce dialogue intérieur incessant, mais stop, quoi. Et c'est ça qui crée tout ce mal-être. Mais complètement. Mais c'est ce qui fait aussi que tu n'arrives pas à entendre la nature. Ouais. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas non plus à entendre ton corps. Pourquoi est-ce que je vais peut-être arrêter de boire une cafetière ? Quand tu vas te rendre compte, ça va donner de la tachycardie. Tu vois, donc en fait, la méditation, c'est l'outil qui va te permettre d'écouter, d'apprendre, d'écouter ton intérieur et d'atteindre tes objectifs.
de ne pas prendre aussi la critique en pleine face. Ouais, d'accepter de prendre du recul et de ne pas réagir à ce non. En mode. Réagir, exactement. Ouais. La méditation, c'est l'antidote de la réaction. La réaction. Ouais. Se poser, accepter, recevoir, puis agir. Ouais. Ouais. Ça, je l'ai bien appris en Birmanie quand j'ai fait un système pour le moine Sayadaw Ottama Ashiman. Un nom comme ça. J'arrive toujours pas à dire son nom, honte à moi. C'est une personne qui enseigne la méditation vipassana. Il a plein de centres, c'est le Tabarwa Meditation Center qui est en Italie, aux États-Unis et à Yangon en Birmanie. Ce mec n'a pas mangé depuis 3 ans. Quand il a débarqué dans ma ferme au Vietnam en me disant « Can you help my country ?» Ouais, ok grand chef. Ça m'a appris la méditation là-bas. Parce que là-bas, on vit la méditation matin, midi et soir, la nuit. Ils ne dorment pas. Ces bouddhistes ne dorment pas. Ce n'est que dans un état méditatif. Donc là, ça m'a vraiment donné les claques dont j'avais besoin à cette époque-là pour continuer être confronté à quelque chose de complètement différent de ce que l'on perçoit. Et c'est le but du voyage, en fait. Ouais. À travers les cultures, à travers les habitudes, de voir des gens qui font et se comportent d'une manière complètement différente de nous. Et parfois même dans l'extrême. Mais cet extrême nous permet de réaliser certaines choses. Totalement. Et après, peut-être de trouver un équilibre ou de partir dans un autre extrême pour retomber dans un équilibre. Mais les extrêmes nous servent à nous ouvrir les yeux, à nous prendre une claque. En fait, je pense que c'est la meilleure manière de le définir. Quand on plonge dans un autre extrême, on se prend une claque. Et on réalise pleinement de cette dualité qui est présente. Pour éventuellement trouver la neutralité, se servir des deux, en fait. Le monde du milieu. Ouais. Les chamans amérindiens ou les hommes guérisseurs de Bali parlent de la voie du milieu. Cette voie du milieu est indispensable. Cette voie du milieu pour eux selon les différents mondes, cette voie du milieu dans les sciences, cette voie du milieu dans notre société occidentale, elle est indispensable. Si tu es trop perché et pas assez enraciné, tu planes. Si tu es trop enraciné, tu ne reçois pas d'informations, tu es trop dans le matériel. La même chose avec l'amour, la même chose avec l'amitié, la même chose avec tout en fait. La voie du milieu, en étant bien ancré. Okay. Quel que soit ton projet de vie, ton expertise scientifique, politique, ingénieur, n'importe quoi, la voie du milieu est importante. Et en quoi tous ces bagages que tu as pu accumuler te servent à l'heure actuelle, notamment toutes tes études en neurosciences et autres. D'abord, est-ce que tu veux parler un petit peu plus de ça? Ouais. De ce que tu as fait, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant que la plupart des gens ne font pas, parce que c'est des études relativement poussées, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Alors d'abord, mon papa m'a forcé à vouloir faire des études de droit. Donc il m'avait inscrit, il était très direct. Mon père a fait l'armée, sécurité des ambassades, le monde de la diplomatie, donc il était très... c'est un homme de droiture. Voilà, pour l'héritage. Donc mon père qui aime bien contrôler ma vie, je t'aime papa, m'a mis en école de droit. Moi, travailler sur des papiers, des lois, du mental, parce que pour le système administratif d'un pays reflète le mental d'une société. Ça ne m'intéressait pas. J'avais besoin de travailler avec la biologie, avec le monde du vivant. J'avais besoin de travailler aussi sur l'humain. Donc j'ai parcouru les bancs. J'ai fait un peu le touriste des facs en fait à Paris. J'allais de banc de fac en banc de fac chez des amis. Tiens, je peux venir là, je peux venir là. Puis un jour, je suis tombée dans un cours de neuropsychologie et je tombais amoureuse de ce cours-là. Après, j'ai fait un cours de neurosciences aussi. Et donc, pareil. Et je me suis inscrite tout bêtement là parce que ça permettait de travailler sur le développement du cerveau, les réseaux de la conscience, les réseaux de l'inconscient, mais aussi de comprendre la neurobiologie, la neurophysiologie, la neuropsychologie. Et en fait, cette matière te permet de comprendre l'aspect de la psyché, donc du mental, sur les répercussions en neurophysiologie, neuropharmacologie. Quand tu es déprimé, tu vas créer moins de neurotransmetteurs. Tu vois, quand tu es fatigué ou que tu es, je sais pas, dans la joie, tu vas créer tel type de substance, de la noradrénaline ou de la sérotonine ou de la substance P quand tu as mal, tu vois, enfin bref, tout ce jargon scientifique qui te permet de comprendre un peu l'intérieur et l'extérieur. Mais moi, je l'ai pris d'un angle
assez particulier où ça m'éclairait sur quelle est l'influence de ton monde extérieur sur ton intérieur et de ton intérieur sur ton extérieur. Donc voilà. Et ma thèse de master recherche était sur la perception du temps. Quels sont les réseaux sous-jacents de la perception du temps? Comme quoi, en fait, l'extérieur et l'intérieur influaient sur ta perception du monde, en fait. Bref, enfin voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire... j'ai fait ce genre d'études-là. C'était passionnant. Ouais, à l'époque, je trouve que ça l'est. Ouais. C'était cool. Sinon, une petite question intéressante que j'aime bien poser. Si tu repenses à ton toi d'avant, de quand tu avais 20 ans, quel conseil donnerais-tu à cette personne à l'heure actuelle, avec tout le recul, tous les bagages scientifiques que tu peux avoir, toutes tes expériences à voyager, tout ce que tu as pu créer dans différents pays, tout ce que tu as pu apprendre de différentes cultures? Quels sont les conseils que maintenant tu donnerais à ton toi de quand tu avais 20 ans? Perds pas ton temps. Perds pas ton temps dans un mental, perds pas ton temps à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Perds pas ton temps à essayer de te faire aimer d'un mec qui voudrait que tu sois comme ça, qui porte des talons, qui soit maquillé comme si, en tant que femme. Perds pas ton temps, juste sois toi. Perds pas ton temps, quoi. Tu as envie de faire ces études-là, fais-le. Tu as envie de réaliser ça, fais-le. Tu as envie d'apprendre ça, fais-le. Perds pas ton temps. Moi, je fais partie d'une génération qui était vraiment dans le début de cette transition. Tu vois, dans les années 2000, 2005, 2010, c'était compliqué encore. Enfin, par rapport à maintenant, il y a vraiment une évolution. Donc, à mon mois d'avant, c'est perds pas ton temps, vas-y. Donne-toi toi-même l'amour dont tu as besoin pour fonctionner. N'attends pas que l'amour vienne de l'extérieur. Et souvent, surtout quand on est une femme, on est souvent dans cette recherche d'amour, d'approbation, j'ai envie que mon mec il m'aime, ou que mes parents ils m'aiment, ou que l'extérieur m'aime, donc je vais me mettre comme ça, je vais me maquiller comme ça, je vais me comporter comme ça. Et je l'ai fait, quoi. Mais arrête tes conneries, quoi. Juste sois toi. Aime-toi toi-même et l'amour vient. Le vrai, l'inconditionnel, pas le fake. Ouais, celui qui veut te posséder. Exactement. Et profiter de toi. Etc. Et se servir de toi. Ouais. Ouais. Être soi, c'est la base. Sinon, on ne vit pas. On vit dans un monde d'illusions. Et on se voile la face sur ce qui est, sur qui nous sommes. C'est comme si on portait des masques et au bout d'un moment, à force d'en rajouter, notre tête devient lourde, quoi. T'étouffes. Tu peux pas respirer. Ouais. Je respire pas. Moi, c'est ce qui s'est passé à New York. J'étais pas moi-même dans cette industrie de la mode, quoi. Ouais. Bah, cette histoire de burn-out, pour moi, elle est là principalement parce que les gens se voilent la face. Il n'y a pas de burn-out quand tu es toi et que tu aimes ce que tu fais. Exactement. Parce que cela est en accord avec qui tu es. Exactement. Le burn-out n'existe pas dans cette condition-là. Parce que tu sais que tu es aligné. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais l'impact que tu as, tu sais pourquoi tu es là. Il ne peut pas y avoir de burn-out. Le burn-out, c'est quand tu n'es pas aligné, quand tu joues un rôle pour te faire accepter. Là, il y a un burn-out. Ça, c'est véridique. Une des raisons pour lesquelles les gens devraient être soi, comme tu viens d'exprimer. Parce que quand tu es toi, tu vas te comporter comme toi tu le souhaites. C'est-à-dire arrêter de répondre aux attentes des parents, de la société, des amis, même des gens que l'on ne connaît pas, parce que souvent les gens aiment bien répondre aux demandes et se comporter bien parce que on est perçu, on est dans le métro, on est dans la rue, Non, juste sois toi. Comment tu as envie de t'habiller, comment tu as envie de te comporter. Mais ça passe par l'amour de soi-même. Ça passe par l'amour de soi. C'est la base. C'est la base de tout. Les gens à l'heure actuelle sont vachement focalisés sur la confiance en soi. Chose qui est une grande utilité. Mais on oublie que la base, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment nous, on se perçoit en tant qu'être. Puis il y a la confiance en soi, comment on perçoit nos capacités à faire. Puis l'affirmation de soi, comment on perçoit notre manière de s'exprimer et de communiquer. Mais la base de tout ça, affirmation, confiance, c'est l'estime. C'est les piliers de la maison, les fondations. Et les fondations, c'est l'amour. Et dans tous les textes spirituels ou autres, au final, on revient toujours à l'amour. Mais l'amour aussi a été vachement détruit via les réseaux sociaux. Stigmatisé, parce que maintenant, dès qu'il y a une photo, on met j'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu adores peut-être, tu apprécies, mais j'aime, cliquer sur j'aime, c'est la reconnaissance peut-être du travail d'une personne ou autre, mais on pourrait cliquer sur ce pouce bleu ou peu importe, mais il faudrait le définir d'une autre manière, pas en mode j'aime, en mode je valide, je suis d'accord, j'apprécie, merci pour ton travail, mais il ne faudrait pas que ça soit j'aime.
Parce que du coup, on enlève le sens de l'amour, selon moi. Tu penses? Un mot qui est utilisé, pour moi, quand tu penses aux formules de politesse, de base, une formule de politesse est utilisée pour montrer le respect. Combien de personnes tu te croises dans ton quotidien qui vont dire bonjour, vous allez bien? Elles ont strictement rien à foutre de toi. Ouais. On perd le sens de l'utilisation du mot ou du groupe de mots. Le fait de l'utiliser d'une manière robotique et non plus consciente. Ouais, c'est la conscience. C'est la conscience qui est... Mais donc du coup, vu qu'on a fait de ce bouton quelque chose d'automatique, en mode j'aime pas, on enlève le sens parce qu'on n'est plus conscient quand on le fait. Je pense plus que... Alors j'ai une autre théorie là-dessus. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, le bouton social, la conscientisation de l'amour, effectivement, est importante. Quand tu aimes quelque chose sur Facebook, effectivement, il y a cet automatisme, et je comprends. Après, moi, je dirais plus que, en fait, vu que l'amour, c'est une essence, c'est une énergie. Je trouve au contraire que ce bouton j'aime, il permet de digitaliser de l'amour. Digitaliser de l'amour. Mais en fait, il faudrait dans tous les cas le faire d'une manière consciente. Oui. Plutôt que ce soit un automatique, même si c'est mieux de reconnaître le fait que l'on aime quelque chose, que ah non, j'aime pas, parce que du coup l'attention n'est pas au même endroit, l'attention est sur quelque chose qui va pas t'aider à te sentir bien dans ton quotidien. Si t'aimes pas quelque chose, t'es pas obligé de la tester. J'aime pas, je passe à autre chose. Ce sera beaucoup plus bénéfique que de la tester en mode j'aime pas, c'est nul ce que tu fais. Parce qu'en plus, ça c'est neg-neg, quoi, c'est négatif, quoi. Ce bouton j'aime pas, il est spécial. Je suis pas sûre qu'il soit très positif. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je pense pas que... Je pense que le j'aime était quand même mieux. Ouais. Mettre du conscient dans tout ce que tu fais, que ce soit dans un bouton j'aime ou dans la rue quand tu marches, à donner un sourire à un passant, c'est quand même de toute manière, les gens ont besoin d'être plus là, hein, parce que les gens ils sont pas là, hein. Ils conduisent tout en textant, ils te parlent tout en pensant à autre chose, enfin ça devient chaud quoi, là les gens il va falloir... cette histoire méditer, de sourire, quoi. Et ça... Je pense que ça va prendre un petit moment à se mettre en place, mais j'espère vraiment que ça va se mettre en place, parce que comme tu le sais, à Bali, c'est l'opposé d'ici. À Paris, à Bali, chose que j'explique aux gens, pourquoi une des raisons pour lesquelles j'adore cette culture, c'est que les enfants, on leur apprend dès le plus jeune âge, dès qu'ils croisent le regard d'une personne, connue ou inconnue, que la personne ait l'air beau ou belle ou moche par rapport à ce qu'ils pensent de la beauté. Il y a un moment d'échange à travers le sourire. C'est je souris à l'autre, parce que je prends conscience de l'autre, je reconnais l'autre. Alors que à Paris, en France ou même en Occident, on ne parle pas aux inconnus. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Donc c'est complètement différent. C'est ne prends pas conscience de l'inconnu, méfie-toi, fais attention de celui que tu ne connais pas. Alors que dans d'autres cultures, notamment à Bali, c'est juste souris-lui, souris à cette personne. Genre, ouais. Mais ça, c'est vrai qu'après autant d'années avoir été à l'étranger, waouh, ouais. Mais si tu souris malgré tout, tu vois, moi je m'arrête pas de sourire à Paris. Ah, mais c'est carrément. Au contraire, il faut justement continuer dans cette démarche-là. Ouais. Si on veut que les choses changent, il faut. Mais on te le renvoie. Quand même. Ouais, on te l'envoie. Il y en a qui te regardent, genre, mais. Parce qu'en fait, le truc, je pense que le fait de sourire à un ou une inconnue, en Occident, est vachement relié au fait qu'il y a une intention derrière qui peut laisser prétendre qu'il y a quelque chose d'intime que la personne souhaite. Ouais, ça, c'est de l'ordre du mental et de la projection et du fantasme ou ce que tu veux, quoi. C'est encore de l'ordre du mental. Ouais. Alors qu'on peut juste reconnaître l'autre et être content d'être là. D'être là et c'est agréable de recevoir un sourire, sans pour autant qu'il y a quelle que soit l'intention derrière. Genre, ça fait du bien de sourire, alors pourquoi pas sourire le plus souvent possible, quoi. Mais ça vient quand même. Ça vient. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Moi, j'ai déjà eu une fois... une personne limite qui voulait m'agresser quoi parce que je souriais, qui me regardait comme ça, puis qui faisait les yeux comme ça, et j'ai fait mais j'ai juste passé mon chemin quoi, j'ai fait ok, je suis passée quoi. Enfin c'est pas grave. Ou alors on a l'air d'être illuminé quand on sourit, mais moi ça m'illumine de sourire en fait. Ouais. Faire la gueule c'est chiant, puis en plus ça me rend moche, ça me fait des sales rides, et puis c'est quand même pas la même énergie que quand tu souris que quand tu fais comme ça quoi. Ouais, carrément. Même dans ta voiture, tu vois, dans les embouteillages quand je viens de voir. Et je mets 1h30 à 2h, les gens ils sont là, ils sont en train de s'énerver, mais en fait les embouteillages ça passe mieux avec de la musique et un livre audio, quoi que ce soit. Ouais, et un sourire, surtout quand tu croises les motards ou les voitures. Enfin, faut faire attention à l'énergie en fait que tu vas gâcher dans un événement de vie. Ouais, complètement. Tu vois, récemment, ce problème de permis de construire sur le terrain sur lequel je vais construire le prototype. Est-ce
C'est quelque chose au début que j'ai pris de plein fouet, mais en 24 heures, Ouais, après, j'ai trouvé une solution. ouais, il y a toujours des solutions. Il faut juste pas trop focaliser sur le problème, prendre du recul, méditer comme tu l'as dit. Ouais. Et genre juste, ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment est-ce que cette situation peut être encore mieux que maintenant? Exact. Qu'est-ce que cette interdiction, ce truc que je prends de plein fouet, ce truc qui m'a fait pleurer, qui m'a procuré de l'instabilité émotionnelle, alors qu'en général je suis plutôt dans le monde du milieu, comment je vais faire pour contourner ce non? Et ben, au final, ça m'a amené à trouver une solution que je n'avais pas envisagée, qui était de devenir agricultrice. En fait, de mettre, puisqu'on est dans la diplômite aiguë en France, puisqu'on est dans la labellisation, dans mettre des étiquettes, et que bon, parfois il faut les utiliser pour justement créer certains projets. Exactement. Et ben donc, je vais créer le label « Je suis agricultrice » et je vais donc, en tant qu'agricultrice, diffuser ce que j'ai découvert pour le travail de la terre et la culture en aquaponie. Le message à tout ça, c'est qu'il y a toujours une solution. Il faut juste essayer de trouver un angle d'attaque différent. C'est vraiment une question d'angle d'attaque. Ouais. Génial. Dernière petite question. C'est quoi l'impact que tu veux avoir sur cette planète, sur les gens, sur le monde? Moi, il n'y a pas de jeu. C'est pas jeu. Okay. Moi, je me considère juste comme un canal. Moi, je suis rien. Moi, je suis juste un messager de solutions scientifiques. Je dois juste diffuser un maximum possible cette solution pour régénérer les sols. De manière à ce qu'on puisse manger, puisqu'il y a un effondrement écosystémique, de manière à ce qu'on puisse tous régénérer ces sols, réinstaurer cette biodiversité et arrêter nos conneries. Okay. Il y a des gens qui sont dans la collapsologie, certes. Il y a des gens comme moi qui... Je crois à la collapsologie, j'ai pas honte de le dire, sauf que j'ai une vision très optimiste, qui est qu'en se réintégrant dans notre écosystème et en étant très humble, on est tous dans un système horizontal, pas vertical. Voilà. Du coup, pour moi, c'était la dernière question, mais il y a quelque chose qui me vient, que j'ai vu hier soir, que j'ai trouvé très intéressant. J'aimerais bien avoir ton petit point de vue là-dessus. Et je sais que là, c'est quelque chose qui peut être dur à être perçu par un grand nombre de personnes. Je dis pas que ce que j'ai entendu est vrai. Je dis pas, mais je le questionne. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis du temps à m'endormir hier soir. Je trouve ça très intéressant. Bon, l'information vient pas d'une personne des plus éthiques possibles. Dan Pena, c'est un milliardaire, d'investissement et tout ça. Mais il a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Sans exactement prendre ces mots, quand on pense au réchauffement climatique, okay? Quand on pense aux montées des eaux. En gros, d'une certaine manière, il exprimait le fait que cela était pas forcément le réchauffement climatique, mais la montée des eaux, comme nous on l'aperçoit de manière assez relativement rapide, une sorte de fake. Donc certes, mon point de vue, c'est que c'est pas forcément fake, mais il a eu un point qui me laisse un peu questionner le tout. Ouais. Tu vois, parce que moi, ce que je fais, mon travail avec l'humain, c'est pas de prendre tout ce que je pense, tout ce que j'ai pu absorber comme information comme étant vrai. Enfin, je l'utilise, je me dis tiens, ok, c'est intéressant, je décide d'y croire ou pas. Puis des nouvelles informations arrivent et je me dis ok, est-ce que je remets en question les anciennes ou pas? Donc moi, ce que je m'apprête à partager, et j'y vais progressivement parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant, un point de vue que je trouve, que je n'ai jamais entendu, parce que pour moi, tout est clair sur le réchauffement climatique, la montée des eaux et tout. Mais il a eu un point de vue qui est très intéressant. Quand tu penses à l'élite, tu penses généralement aux banques. On est d'accord? Oui. Entre autres. Mais pour ça, Trois petits points. Trois petits points. Pour simplifier, on pense aux banques. Et si tu penses à la Florine, tu vois, elle va être affectée par la montée des eaux. Elle l'est déjà. Elle est déjà, on est d'accord. Mais là, il a partagé un point que je trouve très intéressant. Quand tu penses aux banques, elles investissent encore à l'heure actuelle dès qu'il y a des gens qui demandent des crédits ou des projets de construction en Florine. Elles investissent. Et là, on parle, elles n'investissent pas sur 2 ans. Elles n'investissent pas sur 5 ans. Pas uniquement sur 10 ans, mais sur 20 ans, sur 30 ans. Et la question que je trouve, le truc qui remet en question pas mal de choses, c'est pourquoi des organismes qui pèsent autant, qui ont autant d'influence,
autant de connaissances parce qu'ils se renseignent avant d'investir. Bien sûr. Pourquoi ils investissent sur des choses où, d'après la plupart de la population, ça laisse prétendre que d'ici peut-être 10 ans, je crois, à Miami, ou un truc comme ça? Miami, South Beach, c'est déjà sous les eaux. Quand je l'ai quitté Miami, on était en train de mettre des énormes tuyaux parce qu'on était inondé dès la moindre pluie. Moi, j'habitais sur la 14e rue et Meridian Street. Bon, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, quoi, dès qu'il y avait une petite pluie. Ouais. Donc, moi, je trouve ça assez surprenant. Pourquoi les banques qui peuvent être autant conseillées, parce que là, du coup, on parle d'institutions qui pèsent quand même pas mal, Ouais. investissent encore à l'heure actuelle sur des projets long terme là-bas? Ta question, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils investissent sachant que Bah oui. techniquement leur investissement va être à perte? Ouais. Parce que peut-être qu'ils pensent que celui-ci ne serait pas à perte. C'est comme s'il y avait un certain fake. Est-ce le cas ou pas? Mais je sais que sa réflexion, parce que pour moi, tout laisse prétendre que oui, il y a une sorte de catastrophe qui est en train d'arriver. C'est intéressant comme question. Donne-moi quelques secondes de temps que je réfléchisse à cette question qui est quand même certes intéressante parce que le milieu bancaire, le milieu de l'investissement, ce qui est important, c'est l'échange d'argent. Ce qui est important, c'est qu'on sait que l'argent, non outre d'être matériel, c'est, dans le livre que tu m'as recommandé, Laurent Gounel, l'échange d'argent, c'est quand même la matérialisation dans cette troisième dimension des échanges humains. Donc en fait, quand tu investis quelque part en tant qu'institut bancaire, tu vois, les banques, ils investissent sur moi, il y a des gens qui investissent sur moi, sur mon projet. Donc c'est toujours très intéressant dans le présent. En fait, les banques sont dans le maintenant et dans le présent. L'échange d'argent, regarde la bourse. La bourse avance chaque jour. D'accord, elle ouvre à 9h, 9h30 et elle se termine à 16h30. Donc en fait, cette énergie d'argent, elle est très dans le maintenant. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'investissement sur le long terme, si on réfléchit. Tu vois ce que je veux dire? Mais elles veulent un retour. Quand elles prêtent de l'argent, elles veulent un retour. Et pourquoi elles prêteraient de l'argent si c'était sûr à 100% qu'il n'y aurait pas de retour plus tard? Elles n'en prêteraient pas, en fait. Intéressant. C'est ça que je trouve... Mais après, elles investissent dans de l'immobilier. Elles investissent dans l'immobilier, principalement. Et donc, du coup, c'est là où elles veulent investir. Mais quand tu fais un crédit, c'est un investissement, c'est un placement d'argent qui va permettre d'autres mouvements d'argent. Moi, je pense que derrière, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Mais je sais que le mouvement d'argent est très important dans la création d'argent. Entièrement d'accord là-dessus. Mais je trouvais juste son point, enfin, tu vois, j'ai pas les réponses. Je trouvais juste cela très intéressant parce que j'avais jamais entendu ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quand j'entends quelque chose que je n'ai jamais entendu, parce que là, c'est le truc genre, tu sais, des personnes avec un ego relativement élevé, qui sont à fond dans l'environnement, ils entendent un discours comme celui-ci, en mode le changement climatique, en gros, c'est un fake. Il y en a qui ne croient pas au changement climatique. Mais ne pas y croire est une chose, mais le percevoir comme un fake en est une autre. Parce que là, du coup, ne pas y croire, c'est peut-être vivre dans une illusion, et le percevoir comme un fake, c'est peut-être avoir d'autres informations que certaines personnes ne possèdent pas. Et c'est là la différence. Pour moi, c'est pas pareil de ne pas y croire. Ne pas y croire, c'est peut-être ne pas vouloir être dans le rejet. Non, j'ai pas envie parce qu'on sait les changements qui vont émerger. Il y en a du déni, oui. Et il y en a du déni. Le percevoir comme étant un fake, c'est peut-être posséder des informations qu'une grande partie de la population ne possède pas et réaliser peut-être d'un complot qu'il y a derrière. Pour quelle raison, on n'en sait rien. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est quand on reçoit une nouvelle idée, même si on a tendance... Enfin, ma réaction première, c'est en mode « qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?» C'est ça, ma réaction première, c'est ça, c'est en mode « mais c'est quoi tes conneries ?» Mais je fais en sorte de mettre mon moi de côté, de me dire « ok, et si ? Et pourquoi pas ?» Juste pour examiner pleinement son information, l'utiliser et voir où est-ce que ça peut mener. Sans pour autant que j'y croie à l'heure actuelle, mais j'aimerais bien essayer de la prendre en considération pour m'ouvrir l'esprit sur un autre angle, même si j'ai du mal encore à y croire, mais je me dis « mais et si ?» Tu vois ? En fait, ça permet une réflexion qu'on n'aurait pas. Et c'est là qui est intéressant. C'est quand on communique ensemble. Moi, j'ai des réflexions tout ce que tu me dis qui vont m'ouvrir l'esprit sur d'autres choses parce que tu m'as partagé des choses que je ne savais pas. Tu as eu des points de vue légèrement différents des miens et c'est ce qui me permet, moi, d'ouvrir ma pensée et de réaliser certaines choses qui peuvent m'être bénéfiques à moi comme à d'autres. Et ça que je trouve intéressant. Mais il y en a des gens qui pensent que c'est un fake, le changement climatique. J'ai pas de jugement dessus. J'ai pas d'opinion. J'ai pas.
Parce qu'en soi, le changement, quand tu y penses, le changement... J'ai juste des données scientifiques, en fait. Ouais. Mais après, il y a des gens qui disent un truc, et moi, par rapport à ça, je les suis énormément, même si nous, en tant qu'êtres humains, on a un impact sur le changement climatique. Mais si tu observes l'histoire de la planète, le changement climatique est quelque chose qui est normal. Ça, oui. Les variations de degrés, c'est quelque chose qui est normal. Et donc, la planète elle-même, par rapport à sa rotation et tout le tralala, va créer des changements climatiques automatiquement qui sont beaucoup plus importants que l'influence que l'on peut avoir. Même si l'influence que l'on a est bien supérieure à nous en tant qu'êtres humains. Alors, effectivement, là, il y a plutôt 2 éléments, mais qui ne sont pas antagonistes. Alors peut-être que dans ces cas-là, on peut faire l'hypothèse que ces personnes-là ont accès à des informations du type informations assez confidentielles, mais il y a des informations un peu moins confidentielles qui sont livrées par des cultures anciennes, comme la culture maya et aztèque, ou d'autres calendriers qu'on appelle, là on part dans d'autres sphères, des calendriers cosmiques de culture première. J'appelle pas le peuple primitif, je les appelle les peuples premiers, qui effectivement, à l'ère dans laquelle on vit, là en 2019, on arrive à une jonction où il y a un changement d'air, il y a un changement d'air, E-R-E, hein, pas d'air ailleurs, un changement, sait-on jamais, il y a un changement aussi donc climatologique, enfin la Terre respire, la Terre c'est un être vivant et la Terre mute, comme nous. Donc effectivement, même au niveau scientifique, il y a une roue, un cycle naturel de changement, qui est tout à fait vrai. Donc le changement climatique, il est d'une part naturel, prévu dans le cycle de la Terre, et on y est. Mais à cela vient s'ajouter notre activité humaine en tant qu'on va tout manger et on est au-dessus de tout. Et puis, comme on est la seule espèce, comme j'expliquais, à détruire là où est-ce qu'on dort, quoi. Enfin, à s'auto-détruire. Comment faire une économie infinie dans un monde fini, en fait. C'est utopique. Ouais. Et donc voilà, je pense que peut-être effectivement, c'est la juxtaposition de différents types d'informations, mais effectivement, de différentes sources. Moi, je sais qu'on est dans un cycle où, effectivement, le changement climatique fait partie de la rotation du cycle de la Terre et du cycle cosmique. Et d'un point de vue scientifique, climatologique, il y a des données là-dessus. Mais notre impact va accélérer. Et le problème, c'est que ce cycle naturel ne peut pas se passer de manière fluide, puisqu'on n'a plus de biodiversité et qu'on est en train d'achever tout ce qui reste de vivant. Donc, de toute manière, il y aura un changement climatique. Aussi un changement des pôles magnétiques, c'est déjà en cours. Enfin, je veux dire, la NASA en parle, d'autres astrophysiciens en parlent. Après, j'invite les gens à toujours vérifier l'information sur google.scholar, pas uniquement sur des choses en général. Donc, Scholar, ça te permet d'avoir accès à des bases de données scientifiques. Et PubMed, Science, enfin, voilà, le monde du milieu, avoir des sciences, avoir des choses un peu moins scientifiques et de faire assembler le tout. Ce qu'il y a autour et de vérifier, tester l'information. Si tu as ce genre de comportement, tester, retester, vérifier, et que tu te mets dans la voie du milieu, tu peux pas, you cannot go wrong. Ok. Bah, génial, merci pour cette discussion, toutes ces informations que tu nous as partagées. Merci à toi pour ton travail lumineux. Et merci de m'avoir interviewé. C'était un grand plaisir. D'avoir laissé cet espace-là. Merci à toi. Merci à toi.